Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix de Belgique de Formule 3. Alors comme nous sommes en pleine période de Tour de France et que on va pas se mentir, je charge de travail là, vu que je débriefe le Tour de France, je débriefe également la F1, la F2, la F3 et puis il y a certains week-ends où il y aura également la moto qui va se rajouter à tout ça. Au niveau de l'habillage, on va faire soft, on mettra rien. C'est pour une question de temps d'encodage, déjà premièrement, parce que ça prend beaucoup de temps à encoder dès que je rajoute de l'habillage sur la vidéo. Ça double le temps d'encodage quasiment de la vidéo, donc ça prend un petit peu de temps. Et surtout, le temps que je prendrais en plus pour l'encodage, ça me gênerait pour les vidéos Tour de France pour essayer de les sortir les plus tôt possible. Et déjà hier, pour vous dire, la vidéo sur la première étape du Tour de France, elle devait sortir hier soir. Il y a eu un bug sur YouTube, donc elle est sortie que ce dimanche matin. Voilà, il faut que je libère de la place pour le Tour de France. Et ça se fait, je m'en excuse, au détriment des vidéos de la F3 et de la F2. Mais ça fait aussi un peu moins de vues que le Tour de France, donc je regarde également en nombre de vues. On commence par ce rendez-vous F3 avec un week-end à Spa sous le signe également d'Antoine Hubert qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an désormais. Le pilote français l'année dernière dans la course de F2. Donc c'était un week-end qui était un petit peu particulier. Juan Manuel Correa, qui avait été également impliqué dans l'accident, était présent. Enfin voilà, le week-end était bizarre, je pense, pour les pilotes qui, en plus, les pilotes de F3, il y a pas mal de nouveaux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas connu cette situation avec le crash, qui n'étaient pas dans le paddock à ce moment-là. Donc ça a dû être un week-end pas facile à gérer pour des pilotes comme Pourchaire qui ont simplement 17 ans, Novalak également qui a 19 ans. Ça a dû être difficile. On commence avec les Français. Ce week-end, on avait 3 Frenchies, 3 francophones. On avait Théo Pourchaire, comme d'habitude, Clément Novalak, franco-suisse sous licence britannique. Et puis on avait un petit nouveau, Pierre-Louis Chauvet, qui normalement roule en F3 régional, en F3 Europe, et qui a fait une pige pour remplacer Max Futrell du côté d'Hitech Grand Prix. Max Futrell qui avait été dans pas mal de flops depuis le début de saison sur le débrief F3 et donc qui s'est fait virer de la part de Hitech. Je pense également que l'Académie Renault ne va pas le conserver, ou ça serait réellement une surprise pour moi que l'Académie Renault le conserve vu ses piètres performances cette année et déjà l'année dernière en F3 alors qu'il était chez ART l'année dernière. On commence avec le meilleur d'entre eux, c'est Théo Pourchaire. Très bon week-end encore de Théo Pourchaire, qui connaissait le circuit parce qu'en F4 France, souvent on passe par Spa-Francorchamps. Alors il connaissait en version F4. C'est vrai qu'en version F3, c'est un petit peu plus puissant, mais déjà quand vous connaissez un petit peu la piste, c'est un peu plus facile. Par exemple, à Silverstone, il ne connaissait absolument pas, il n'avait jamais roulé à Silverstone, ce n'était donc pas évident pour lui d'être performant. Je rappelle que Théo Pourchaire, n'ayant que 17 ans, l'expérience n'est pas forcément son atout pour le moment dans cette catégorie. Et pourtant, qu'il a été performant parce que déjà deuxième en qualification, avec pourtant une séance de qualification qui n'était pas évidente, on a eu une averse sur le deuxième quart d'heure de qualification, et puis surtout dans le premier quart d'heure, il y avait eu un crash de notre ami russe. Je vais retrouver son Mikhail Belov, voilà, le russe qui roule chez Charouz, qui s'était crashé, donc ça avait fait une interruption de séance plus la pluie derrière, donc ça se jouait cette qualification sur un tour seulement. Et cet exercice-là, Théo Pourchaire était très bon, deuxième sur la grille de départ, et puis ensuite en course, impossible d'aller chercher l'Irim Zandeli. Il a dû gérer également une dégradation des pneus qui était peut-être un peu plus forte que du côté de chez Trident. Il a dû gérer le retour de David Beckman, et pourtant il s'en est bien sorti à ce moment-là, ce qui est très fort donc pour un pilote aussi jeune de réussir à résister à la pression. C'était pourtant pas une course facile, parce qu'en F3, quand on démarre à 10h20, pour cette course 1, il y avait encore pas mal d'humidité sur le circuit, d'humidité due à la rosée un petit peu du matin. Il y avait même du brouillard à un moment avant le double gauche ultra rapide.
Donc c'était vraiment une course qui n'était pas évidente en F2. Et puis voilà, Théo avait pas mal de dégradations au niveau des pneus également qu'il devait gérer. Donc il finit deuxième, il marque pas mal de points également pour le championnat. Et ça c'est toujours très important. Et puis en course 2, il a pris un très très bon départ. Comme souvent, Théo Pourchaire, il a cette faculté à être très performant dans ses phases de départ. Alors c'est vrai que la monoplace de F3 est un petit peu plus facile que la monoplace de F2, mais regardez le départ de Liam Lawson, c'est quand même pas si évident de faire un très bon départ, et Théo Pourchaire, il en fait des très bons. Il s'est retrouvé un moment deuxième où il était devant Liam Lawson, donc troisième de la course. Et puis après, il y a eu là encore pas mal de dégradations avec les pneus. Ils n'ont pas réussi à régler ce problème-là. Je pense qu'ils avaient également ils tentaient d'avoir de nouveau de la vitesse de pointe en ligne droite, donc je pense qu'ils avaient débraqué les ailerons, et quand vous débraquez les ailerons, vous glissez plus au niveau des pneus, donc vous avez tendance à les surchauffer, donc à user de manière plus importante les pneus du côté de Théo Pourchaire. Donc il a eu un peu plus de mal en fin de deuxième course. Il a quand même pas mal résisté, parce qu'il a résisté à Richard Verschoor, à Lirim Zandeli, à David Beckman qui était pourtant devant lui en course 1, et puis grâce à la pénalité d'Oscar Piastri qui est sorti de la piste pour dépasser Richard Verschoor, eh bien, il a fini cinquième de cette course 2. Donc c'est vraiment un grand nombre de points acquis par Théo Pourchaire pour rester dans la course pour le titre, mais surtout pour être dans la course pour la troisième place du championnat, pour être derrière les deux pilotes Prema, parce que ça semble se diriger là-dessus. Il reste, je vous rappelle, encore 4 courses, c'est-à-dire pas mal de points encore à obtenir. Surtout qu'on ira du côté de Monza et Mugello, normalement des circuits à l'avantage de Prema, mais du côté du Mugello on n'est jamais allé en F3 sur cette piste, donc on aura certainement des surprises du côté des adversaires de Théo Pourchaire. On continue avec Pierre-Louis Chauvet, donc premier meeting pour Pierre-Louis Chauvet. Pierre-Louis Chauvet, il a fait de la F4 F4 France dans sa carrière. C'est un pilote qui est encore très très jeune, qui cette année fait de la F3 Europe avec par exemple le frère de Charles Leclerc, Arthur Leclerc. Il y a également, il y a quelques pilotes intéressants, même si on s'aperçoit que la marche entre la F3 Europe et la F3 Championnat du Monde est énorme. En plus, cette année, vous n'avez pas énormément de pilotes en F3 Europe. Ils sont une 12 ou 13, je ne sais plus, à faire le championnat en entier, donc ça fait vraiment faible. Mais il a réussi à devancer par exemple Juri Vips sur certaines courses. Pierre-Louis Chauvet, il est même monté sur le podium du côté du Castellet lors du dernier meeting. Donc voilà, c'est un pilote qui progresse, qui s'améliore. Petite pige offerte par E-Tech Grand Prix. La qualif n'a pas été facile, mais il fallait qu'il s'adapte à une séance de 30 minutes, c'est pas toujours évident. Donc simplement 27e en qualification, derrière par exemple un pilote comme Deleda ou Cameron Das ou Clément Novalak qui n'avait pas fait une grande séance de qualification. En course 1, il est vraiment bien remonté jusqu'à la 22e position, étant devant Ben Viscal par exemple, ou Roman Stanek de Charouz, ou même Enzo Fittipaldi. Donc une belle performance à 2 secondes de Lucas Dunor. Donc vraiment intéressant de la part de Pierre-Louis Chauvet. En course 2, il avait fait un très très bon départ, il avait gagné 7 ou 8 positions dès le départ, mais il a eu un problème sur sa voiture. Alors, je ne sais pas trop s'il s'est fait rentrer dedans ou si c'est dû à un problème technique ou si c'est dû à un contact, parce qu'on n'a pas eu les images de son accident, mais il a dû abandonner. Mais c'est quand même une belle chose du côté de Pierre-Louis Chauvet de réussir à ces performances-là, pour un temps donné que c'est un jeune pilote qui n'a pas encore énormément d'expérience. Pierre-Louis Chauvet, je vais regarder tout de suite en quelle année il est né, ce qui va me mettre un coup de vieux comme d'habitude normalement. Pierre-Louis Chauvet, oui, il est né en 2002, donc il a simplement 18 ans. Il manque encore un petit peu d'expérience. Il est né à Avignon, donc je pense qu'il est soutenu un petit peu par Jean Alesi, un petit peu, qui doit suivre ses performances, par Soliari également, je vois là sur sa page Wikipédia. Mais oui, il fait des bonnes choses. Il a fait de l'Euroformula Open également, je vois ça, et puis la F4 où il a fini 6ème en étant assez irrégulier je me rappelle de ce que j'avais vu de ces saisons de F4. Il avait eu des bonnes performances, mais également des performances un peu plus difficiles.
Et puis là, depuis le début de saison, il est 6e en championnat d'Europe de Formule 3 régional. Mais voilà, il y a encore pas mal de travail à faire pour lui, pour ce jeune pilote français. Mais c'est déjà un week-end intéressant pour Pierre-Louis Chauvet. On passe à Clément Novalak. Alors là, mauvais week-end pour Clément Novalak. Ça s'est déjà mal passé en qualification où il partait simplement 23e. Il s'est fait rentrer dedans en course 1, mais quand vous qualifiez mal, c'est le risque qui peut se produire, surtout en F3 avec des jeunes loups aux dents longues, qui veulent vous dépasser. Donc abandon au bout de 14 tours de course, mais en étant en difficulté pendant quasiment tout le Grand Prix à cause d'une crevaison. Et puis en course 2, ça s'est pas beaucoup mieux passé, même s'il est pas mal remonté. Il ne marque pas de points, il finit simplement 15e. Il perd la 10e place du championnat. Et ça, c'est toujours un petit peu dommageable parce qu'il est dévancé maintenant par Alex Perroni et surtout Richard Verschoor et Jack Hughes. C'est un petit peu dommageable pour Clément Novalak qui il a du mal à être régulier quand même cette saison. Alors il y a eu des très très bons meetings comme la première course en Autriche, comme Silverstone où ça c'est la première course de Silverstone où ça s'était bien passé. Et puis il y a des meetings où c'est un peu plus compliqué pour le pilote à licence britannique, pour le pilote britannique donc. Et c'est vrai qu'on aimerait qu'il arrive à avoir de la régularité maintenant. Clément Novalak, c'est bien, il a montré sa pointe de vitesse, maintenant à lui d'être régulier, plus constant, ça sera son objectif. Je pense quand même que Carlin ou qu'une équipe de F3, il restera en F3 l'année prochaine, Novalak, vu ce qu'il a montré, parce que ça fait partie des meilleurs débutants avec Piastri et Pourchaire. Donc voilà, mais à lui d'être plus constant sur la suite de sa saison. Clément Novalak, c'est un peu dommageable de perdre autant de points sur des petites bêtises et surtout sur des qualifications aussi mauvaises. Il va falloir vraiment qu'il travaille les qualifications s'il veut gagner des places au championnat. Le pilote britannique. On continue avec les pilotes au top. On n'en a que 2 cette semaine parce que comme il y a 3 pilotes français pour pas avoir trop de pilotes dans ces top et flop. On commence avec Logan Sargent, l'américain. Bon week-end, Logan Sargent. Pardon, j'ai fait tomber mon petit micro. Logan Sargent, bon week-end de course. Il a vraiment été très intéressant. Je trouve, avec une qualification où il finit 4e, une course 1 en difficulté, mais il a eu des problèmes de coupure moteur, et à Spa, quand votre moteur fait des siennes, c'est quand même un peu compliqué de réussir à être performant, parce qu'on le voyait vraiment au ralenti dans toute la descente qui emmène vers le radillon, donc c'était un petit peu compliqué pour le pilote américain. Par contre en course 2, intouchable en course 2 véritablement, personne n'a pu le détrôner. Il a pris un bon départ et puis après derrière même Vesti a tenté de se rapprocher à certains moments, mais il avait toujours une marche en performance pour réussir à le sortir de sa zone DRS et donc à passer une course sans trop de difficultés malgré un écart de simplement 8 dixièmes avec Vesti. Mais je peux vous dire qu'en course il y avait vraiment une marche par rapport à ses adversaires. Et c'est une bonne chose parce que je ne sais pas si elle reprend pas la tête du championnat. Si elle reprend la tête du championnat à notre ami Piastri, de toute façon c'est un peu chassé-croisé entre les deux. Et puis on continue avec David Beckman. 100% pour le moment encore pour David Beckman, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas fait une course en dehors des points. Et ça c'est très intéressant pour le pilote allemand. Week-end qui s'est bien déroulé je trouve pour lui en course 1 avec une 3e place derrière Zandelli. Mais très proche de Théo Pourchaire, surtout en fin de course, mais il n'a pas réussi à se retrouver dans la zone de DRS. Et à Spa, on sait que c'est quand même un avantage quand vous êtes dans la zone de DRS, mais avec un très bon rythme en course. En qualification, c'était un peu moins ça, mais juste un peu moins ça. Et les qualifications encore étaient très particulières. Et puis en course 2, là un peu moins de rythme, mais il arrive quand même à tenir les points de la 9e place. Donc c'est toujours intéressant de notre ami Beckman. C'est le seul qui, depuis la saison, a fait toutes les courses en étant toujours dans les points. Donc c'est très intéressant pour lui. Et puis on passe aux pilotes en difficulté. Alors déjà, il y en a 2 que je vais faire assez vite. C'est Jack Hughes, qui cale lors de la course 1 en s'étant qualifié simplement 12e, alors que c'est le pilote qui est le plus expérimenté de la catégorie. Ça fait un peu tâche. Bien entendu, quand vous partez de la voie des stands, vous ne pouvez pas faire des miracles. Donc du côté des 2 courses, il a été en difficulté. Il finit très très loin des points pour le pilote britannique qui a une saison vraiment hyper catastrophique.
quand vous regardez. Soit il a réussi à marquer quelques points à Silverstone, ou en Espagne du côté de Barcelone, mais sinon c'est un peu l'hécatombe sur les autres courses. Heureusement qu'il y a eu Barcelone pour lui permettre d'être dans le top 10, mais c'est quand même une saison très décevante pour Jack Hughes. Et puis Denis Auger, là on voit, je parlais de Pierre-Louis Chauvet, la marche qu'il y a entre championnat d'Europe et championnat de F3, parce que lui il avait fini, je crois me rappeler, 3e ou 2e de ce championnat de F3 régional. Et pourtant, derrière, aucun résultat satisfaisant pour Denis Auger, qui est pour le moment 16e, mais avec des points marqués simplement sur le meeting hongrois. Sinon, ça a été extrêmement compliqué pour le pilote de la filière Red Bull. Quand vous voyez Tsunoda, mais également dans cette catégorie Liam Lawson, où vous dites c'est quand même inquiétant. Heureusement pour lui, Jack Doohan, par exemple, ne réalise pas de très très grandes performances. Donc ça lui permettra peut-être de rester dans cette filière Red Bull. On continue et on termine ces pilotes en difficulté avec Sébastien Fernandez, simplement un point de récupérer sur ces 2 meetings pour Sébastien Fernandez. Avant, je disais qu'il était rapide, mais qu'il était impétueux. Maintenant, il est même plus rapide. Et il reste quand même un pilote un petit peu dangereux, je trouve, en piste. Il prend beaucoup de risques. Pour un pilote qui fait sa 2e saison en F2, c'est quand même extrêmement décevant. C'est l'une des déceptions, je dirais, de cette catégorie. Avec Vesti, peut-être, je m'attendais à mieux de la part de Vesti. Mais pour notre ami Fernandez, je ne vois pas d'évolution par rapport à sa première saison en F3. Alors oui, il est un petit peu plus rapide, mais à part ça, je ne vois pas d'évolution. Et c'est quand même un petit peu dommageable de la part du pilote espagnol de ne pas réussir à être plus performant pour Sébastien Fernandez. Donc je suis un petit peu déçu par le pilote espagnol. C'est pour ça que je vais mettre sur mes flops, parce que sur ce week-end de course, je pense qu'il pouvait faire beaucoup mieux s'il avait été un peu plus intelligent plutôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si je vais réussir à articuler également, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour dire ce que si vous avez vu les courses de F3, pour dire si vous avez le même avis que moi sur ce meeting de F3. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, déjà la semaine prochaine, où on fera le débrief de la manche de Monza, et puis dans 2 semaines pour parler de la fin de saison avec la dernière course du côté du Mugello. Et je pense qu'après on fera un débrief de cette saison un petit peu particulière de Formule 3. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.